Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 10 janvier 2026 et c'est notre chronique de samedi soir. Et comme d'habitude, c'est une chronique qui ne sera pas longue, hein, étant donné que nous avons la chronique de dimanche soir, demain, que nous partagerons avec mes camarades, Madame Mama Sifa Kitoumaïni et Jean-Claude Ndungute. Ce soir, nous allons parler de ce qui nous semble être une peur qui s'est emparée de la capitale du Rwanda, Kigali, et aussi du Rwanda en général, et en particulier une peur qui ne se cache plus. Kagame a peur et le Rwanda a peur. Nous avions déjà adopté, plutôt abordé cette question début 2025. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est impérieux, qu'il est important aussi d'y revenir. En effet, de quoi ou de qui a peur Paul Kagame? Ça ne veut pas dire que euh, nous avons abordé toutes les peurs qui peuvent euh, avoir comme origine la politique, la géopolitique, qui peut avoir d'autres sources. Mais nous allons néanmoins essayer d'évoquer quelques peurs. Pourquoi Kagame donne l'impression d'avoir peur, lui qui était le lion euh, hein, qui avait le droit de tout faire, de tuer qui il voulait. Paul Kagame qui continue d'avoir presque le droit d'attaquer et d'occuper des territoires entiers des pays voisins. Néanmoins, il a peur. Ça se voit dans tous ses discours, dans les meetings qu'il tient avec la population. On voit que Paul Kagame a peur. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit que si jamais quelque chose de grave devait arriver, eh bien que cela arrive, qu'il est prêt à mourir éventuellement pour ses principes et pour les intérêts de son pays chez ses voisins. Parce que chaque pays a ses intérêts, des intérêts internes, en interne, économiques, politiques et autres. Mais Kagame, pour la plupart du temps, lorsqu'il parle de ses intérêts, c'est en relation avec le Congo, la RDC. La RDC, dans les relations bilatérales, mais aussi il a peur de la diplomatie congolaise, il a peur que la communauté internationale ne puisse à la fin inventer ces, ces mensonges qui durent depuis plus de 30 ans. Alors, de quoi ou de qui a peur Paul Kagame? Ce qui est sûr en tout cas, même si Kagame n'est pas le seul représentant de son pays, mais on voit que c'est Kagame qui a peur, mais c'est le Rwanda en entier qui a peur. Notamment aujourd'hui, en janvier 2026, après l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité, résolution 2773 2028 par le Conseil de sécurité, le Rwanda est traversé par une sorte d'angoisse profonde, une peur diffuse, lourde, omniprésente. On la voit partout. Peur dans les discours officiels, peur dans les institutions, peur dans les rues de Kigali ou d'autres provinces du pays, peur dans les casernes des Rwanda Defense Forces. Cette peur n'est pas seulement émotionnelle, elle est politique, historique et stratégique. On y voit de plus en plus au Rwanda une stigmatisation qui s'aggrave. Depuis quelque temps,
une campagne de stigmatisation contre les populations hutus du pays se déploie ouvertement. Il n'y a plus euh, il y a plus de secret. La stigmatisation est publique et elle est quasi permanente. On le sait, il y a quelque temps, le président Paul Kagame avait commencé par stigmatiser une de ses opposantes les plus connues, Victoire Ingabire, qu'il avait traitée de Hutu génocidaire, alors qu'elle n'était même pas au Rwanda en 1994. Et dans les institutions comme le Sénat, le Parlement, les médias même, les associations mémorielles, cette stigmatisation a pris place et elle continue. Dans des réunions, au cours des réunions parlementaires qui avaient été consacrées à la dénonciation collective des Hutus, des propos graves ont été tenus, accusant même des femmes Hutus d'aller en RDC se faire piquer, c'est-à-dire concevoir des enfants avec des Hutus membres des FDLR dans une logique de soupçon permanent. Kagame l'a dit à travers ses représentants au Sénat. Des réunions ont été tenues en public à l'occasion des meetings de Unity Club ou autres. Et Kagame ne s'en est pas caché. Récemment encore, il a prononcé des paroles très graves, en tout cas qui montraient qu'il avait peur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kagame a dit qu'il était prêt à la mort. Que si quelque chose devait arriver, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais qu'il ne lâcherait pas. Il ne laisserait pas le Congo jouir de sa paix. C'était d'ailleurs après la signature des accords de Washington et de Doha. Mais là où on a remarqué le plus de peur de la part de Kagame, c'est dans ses relations, c'est dans le face-à-face du Rwanda avec la RDC. Parce qu'il y a une facture à payer. Kagame le sait. Le Rwanda sait ce qu'il a fait en RDC, en République démocratique du Congo. Il sait que ce pays a commis des massacres, que le Rwanda occupe les territoires entiers de RDC, que l'armée rwandaise a commis des crimes et a massacré des populations congolaises par millions, notamment dans des villes comme Goma et Bukavu, qui sont des villes ensanglantées depuis les 30 dernières années. Et il sait aussi, bien sûr, qu'un jour, la facture concernant ces crimes sera présentée et que le Congo ne restera pas éternellement humilié, pillé, occupé, que les terres de RDC seront reprises, que les supplétifs seront chassés. Et bien sûr, cette certitude alimente la peur. Aujourd'hui, le Rwanda est sous sanction de l'Union européenne, même s'il continue à protéger le Rwanda, protéger les tueurs, les criminels, mais néanmoins, il y a un vent de sanctions contre le Rwanda. Les personnalités rwandaises au plus haut sommet sont sanctionnées. Et on sait aussi que d'autres sanctions se préparent, notamment après justement l'adoption des résolutions des Nations Unies sur le Rwanda, qui oblige le Rwanda à retirer ses troupes de RDC. Et donc le Rwanda a peur parce que le temps de l'impunité touche à sa fin. Le Rwanda a peur de la vérité. Kagame et les autres responsables du Rwanda ont peur de la vérité parce qu'effectivement, l'impunité touche à sa fin.
Depuis 1994, le régime s'est protégé derrière l'instrumentalisation du génocide des Tutsis. Mais aujourd'hui, les crimes du FPR, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes à caractère génocidaire, sont de plus en plus documentés. Les associations rwandaises, Hutu et Tutsi, commencent à parler ensemble. Des exilés témoignent, surtout des exilés Tutsis qui étaient membres du FPR et qui ont dû quitter le Rwanda pour des raisons de sécurité. Les anciens alliés de Kagame se détachent. Ils sont partout, dans les pays du monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Europe, en France, Belgique, partout vous trouvez des anciens alliés de Kagame qui ont dû quitter le territoire du pays pour des raisons de sécurité. Et Kagame sait que ce qu'il a caché pendant ces 30 dernières années commence à être vu justement parce que ses alliés parlent. Il sait que même ceux qui savaient, mais qui se taisaient, commencent à parler. C'est ça la vraie peur de Paul Kagame. Il a peur de la vérité. Parce que le Rwanda est une société bâillonnée. Au Rwanda, parler des crimes du FPR, c'est interdit. La Constitution et les lois sur le négationnisme servent à faire taire toute critique. Parler des victimes congolaises est interdit. Parler des massacres commis par l'armée rwandaise en RDC, c'est interdit. Lorsque vous en parlez, vous devenez automatiquement, ipso facto, négationniste. Les Rwandais ont compris, mais ils ont peur. Peur de parler, peur de disparaître, peur d'être accusés de négationnisme ou même peur d'être accusés de génocide, à supposer même que vous ne soyez pas né avant 1994. Kagame a peur de ses alliés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ses anciens alliés rwandais ou internationaux, des pays européens, membres de l'Union européenne. Il a des alliés aux États-Unis qui commencent aussi à parler ou à vouloir ou à menacer de dire la vérité. Il a peur de tous ceux qui l'ont protégé pendant ces 30 dernières années. Et ça le rend fou. Pensez, imaginez que quelqu'un comme Bill Clinton puisse un jour commencer à parler, parce que finalement Clinton ne voudra pas rester tout seul à cacher la vérité. Il faudra bien qu'un jour, lui aussi, se décide à parler. Et Kagame, naturellement, il ne peut pas dormir en sachant qu'il y a derrière un, un, un Tony Blair, par exemple, l'ancien Premier ministre britannique, ou Bill Clinton, le président américain de l'époque. Penser que ces deux-là peuvent témoigner contre Kagame, il y a de quoi le rendre malade. Kagame a peur que les sanctions fassent tomber ses proches. Il a peur que ses lieutenants, comme James Kabarebe, sous pression judiciaire, parlent pour se sauver, pour sauver leur peau et désigner le vrai criminel, celui, le donneur d'ordre qui est Paul Kagame. Kagame a peur que les anciens cadres du FPR racontent comment ils planifiaient l'élimination des opposants, comment ils manipulaient les identités et comment on sacrifiait même les Tutsis pour justifier la prise du pouvoir. Kagame le sait. Et sur le plan régional, Kagame a peur du Burundi, qu'il a tenté de déstabiliser, aujourd'hui encore d'ailleurs. Il a peur de l'Ouganda, où son passé pourrait être révélé. Il a peur de la Tanzanie, de l'Angola, de l'Afrique du Sud.
et de tous ceux qui connaissent ses méthodes. Il sait que partout où il est passé, il a laissé des morts et des ennemis. Kagame a peur de la diplomatie congolaise. On l'a vu aux Nations Unies, on l'a vu dans les débats au Conseil de sécurité. Le Rwanda a peur des succès diplomatiques de la RDC. Une fois encore, rappelez-vous des scènes, des réunions au Conseil de sécurité. Kagame a véritablement peur de se retrouver face à la diplomatie congolaise, notamment dans le dossier sur la levée de l'embargo sur les armes et dans les discussions stratégiques avec Washington. La diplomatie congolaise avance pendant que Kigali recule sous les sanctions. Quand Bruxelles ferme le robinet, quand Washington regarde de près ce que fait et ce que a fait dans le passé Paul Kagame, ce dernier tremble. Il sait que son pouvoir dépendait de l'ombre. Or, aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur lui. La peur de l'avenir aussi. Le Rwanda a peur de Kagame lui-même. Les Rwandais savent qu'un homme acculé peut devenir dangereux. Ils savent que dans la peur, il pourrait tenter l'irréparable au Rwanda, au Congo et dans la région. Ils savent qu'il est capable de tout pour rester au pouvoir et pour garder la mainmise sur le territoire congolais. La peur de la paix et de la montée en puissance de l'armée congolaise, c'est aussi un autre pan qui démontre la peur de Kagame. Parce que le Rwanda a peur de la paix, on le sait. Il a peur d'une paix signée sans lui ou malgré lui. Il a peur d'une paix négociée à Washington et à Doha, loin de ses manœuvres, loin de ses pressions régionales, loin de ses réseaux d'influence. Car une vraie paix en RDC signifie une chose simple. C'est la fin de l'excuse sécuritaire qui justifie l'ingérence rwandaise dans les pays voisins et en particulier en RDC. C'est la fin du discours sur la menace permanente, la fin du prétexte des groupes armés pour occuper, piller et contrôler. Une paix internationale encadrée par des grandes puissances enlèverait à Kagame, à Kigali, au régime de Paul Kagame, son principal levier qui est le chaos organisé. Kagame vit du chaos organisé en RDC et dans les autres pays voisins. Kagame a peur de voir l'armée congolaise se relever. Le Rwanda a peur de la montée en puissance des FARDC, tout le monde le sait. Le président Tshisekedi l'a souvent dit, Kagame a réagi de manière qui a démontré qu'il avait peur justement de cette montée en puissance. Il a peur de cette armée qu'il a longtemps méprisée, infiltrée et sabotée. Il a peur des FARDC et des Wazalendo, cette alliance entre l'armée régulière et les forces d'autodéfense populaire, qui ont décidé de ne plus fuir, de ne plus négocier sous la menace, mais de résister. On va nous dire, oui, mais ils ont fui à tel endroit, dans telle ville. C'est possible. Mais toutes les armées du monde ont eu au moins une fois, ou deux ou trois fois, à fuir parce qu'il y avait des difficultés sur le terrain. La montée en puissance change l'équation parce que le terrain n'est plus offert. Les populations soutiennent leurs défenseurs. Le récit de l'armée congolaise inexistante s'est effondré. Aujourd'hui, on le voit. L'armée rwandaise et ses supplétifs n'avancent plus, en tout cas ne dépassent plus la zone qui s'était fixée
euh, déjà avant le début de 2025, où il disait qu'il serait déjà à Kinshasa à fin 2024. Kigali voit émerger une force qu'il ne contrôle plus. Il y a eu des infiltrés à cause du brassage, mais ce n'est plus aussi simple parce que, il y a aussi l'opération déboulonnage des réseaux rwandais qui a été lancée par le président Tshisekedi et son gouvernement. Pendant des années, en effet, le Rwanda avait infiltré les institutions congolaises, les services, l'armée, la politique congolaise, les groupes armés dits locaux, et ces réseaux avaient servi à diviser, à affaiblir, à manipuler et à saboter toute souveraineté congolaise. Aujourd'hui, ces réseaux tombent un à un à cause justement de l'opération de déboulonnage. Les infiltrés sont progressivement infiltrés. Plutôt, les infiltrés sont progressivement démasqués. Les relais sont neutralisés. Les complicités sont exposées. Et chaque infiltration qui tombe, c'est une peur de plus à Kigali. La peur d'un Congo souverain, enfin, on le voit aussi, le Rwanda a peur que Kinshasa ne recouvre le territoire aujourd'hui occupé par les agresseurs et que ce pays ne retrouve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Parce que le Rwanda, en fait, n'a jamais eu peur d'un Congo faible. Il prospérait dans la division congolaise et il se nourrissait du chaos de ce pays. Mais un Congo armé, soutenu diplomatiquement, uni autour de sa souveraineté, porté par ses Wazalendo, oui, le Rwanda a peur de ce pays-là, uni. La paix signée à Washington ou à Doha, l'armée congolaise renforcée, les infiltrés déboulonnés, les réseaux démantelés, tout cela annonce une chose, la fin du Rwanda agissant dans l'ombre sur le territoire congolais. Et c'est pour cela que le Rwanda a peur de la paix. La peur de Kagame, on la voit aussi lors de la signature des accords de paix et de l'adoption des résolutions 2773 et 2808. Parce que Kagame a peur des mots écrits, noir sur blanc, par la communauté internationale. Il a peur des résolutions, bien sûr, parce que la résolution, c'est une arme juridique pour justement constater une situation. C'est le cas notamment de la 2773 et de la 2808. Il a peur que quand le droit international commence à nommer les choses, c'est qu'il aurait du mal à cacher la vérité sur ces faits-là. La résolution 2773 du Conseil de sécurité est pour lui un signal dangereux. Elle montre que le dossier congolais n'est plus un simple bruit de fond diplomatique, mais un sujet central, surveillé, débattu, scruté et constaté, parce que tout le monde sait qu'avec cette résolution, l'armée rwandaise se trouve bien en RDC et que Kagame doit la retirer, doit retirer ses troupes sans désemparer. Cela dure depuis plusieurs mois et les troupes ne sont pas rentrées. Le Congo l'observe, mais c'est justement cette patience et cette résilience congolaise qui font peur à Kagame, parce qu'il ne sait pas ce que ça cache. Chaque ligne écrite est une trace, chaque mot est une archive. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations unies,
et dans toutes les décisions qui sont prises à ce niveau-là. Chaque ligne écrite est une trace. Chaque mot est une archive. Chaque vote est un engagement. Et Kagame sait que les archives finissent toujours par parler. Il le sait. La résolution 2808 qui proroge d'un an le mandat de la MONUSCO le fait dans un contexte exceptionnel. Au moment même où le M23 lance des offensives, au moment même où les accusations contre le Rwanda deviennent publiques, massives, documentées, cette prorogation n'est pas une formalité. La prorogation de la résolution, du mandat de la MONUSCO, ce n'est pas une formalité. C'est une surveillance prolongée parce que le Rwanda avait tablé sur le retrait définitif de la MONUSCO, mais au lieu de cela, le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité, a adopté une résolution prolongeant cette, prolongeant le mandat de cette institution, en plus en augmentant ses compétences et ses forces. C'est un œil international maintenu ouvert sur une zone que Kigali voulait garder floue. Et donc Kagame aujourd'hui a peur parce que la MONUSCO reste, malgré ses limites, un témoin très gênant. Parce que la MONUSCO a vu ses compétences augmenter et renforcées. Les rapports s'accumulent sur les actions et les crimes du Rwanda en RDC. Les violations sont consignées. Et consignées, ça veut dire que ça laisse des traces, que ces traces ne s'effacent pas. Les mots sont là, consignés et définitifs. Les violations du droit international, les crimes commis par l'armée rwandaise en RDC sont consignés. Les complicités sont notées. Et Kagame sait même que quand on critique la MONUSCO, ces documents, eux, restent dans les tiroirs de l'histoire. Ce sont des archives qui vont parler un jour. Kagame a toujours voulu contrôler le récit, écrire lui-même l'histoire, décider qui est victime, qui est bourreau, qui a le droit de parler. Mais avec ces résolutions, les deux que j'ai citées, la 2773 et la 2808, avec ces résolutions, ce n'est plus seulement Kigali qui écrit. Il y a aussi les Nations Unies qui s'intéressent. On n'a jamais vu autant de réunions internationales, aussi bien à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui parlaient de la sécurité du peuple. C'est quasiment chaque semaine, ou parfois même plusieurs fois par semaine, ou en tout cas plusieurs fois par mois, que la situation au Congo est suivie et où les faits sont documentés. Kagame n'est plus seul à pouvoir décider qui est victime, qui est bourreau et qui a le droit de parler ou le droit d'écrire. Ce n'est plus Kigali qui écrit, c'est aussi les Nations Unies, ce sont les experts des Nations Unies, ce sont les enquêteurs, ce sont les diplomates qui consignent les faits de, de ce monopole. Et donc, Kagame a peur de devenir un chapitre, non plus comme un sauveur, mais comme un acteur central des tragédies de la région. Avant, on le prenait pour la victime qui avait le droit de raconter, d'écrire. Aujourd'hui, on sait que Kagame est un peu l'auteur des principaux crimes qui se commettent dans la région. C'est le prédateur absolu de la région des Grands Lacs.
Et Kagame n'aime pas le temps long. Il a peur du temps long. Les dictateurs, de toute façon, n'ont pas peur du présent. Ils ont peur du futur qui relie le passé. La résolution 2773, la résolution 2808, ce sont des pierres posées sur le chemin de la mémoire mondiale. Quoi qu'on fasse, ces deux résolutions resteront. Kagame sait que ce qui est écrit aujourd'hui sera lu demain. Ce qui est voté aujourd'hui au Conseil de sécurité sera jugé demain. Ce qui est né aujourd'hui sera prouvé demain. Ce que Kagame n'a pas voulu admettre aujourd'hui, mais qui a des preuves, sera remis sur la table demain. Kagame a peur parce que le temps, contrairement aux hommes, ne se corrompt pas. Le Rwanda a peur parce que les accusations fallacieuses du discours de haine n'opèrent plus. La RDC et la communauté internationale ont fini par comprendre que la persécution des Tutsis et Banyamulenge congolais, exploitée à outrance par le gouvernement de Kigali, n'était qu'une accusation en miroir pour cacher ses propres turpitudes, ses forfaits et ses crimes. Et Kagame donc a peur de la fin de ce mensonge. Le Rwanda a peur parce que les accusations fallacieuses du discours de haine ne perdent plus. Tout le monde a compris. Pendant longtemps, le régime de Kigali a utilisé l'argument de la persécution des Tutsis et des Banyamulenge comme une arme politique. Chaque critique devenait haine. Chaque résistance devenait génocide en préparation. Chaque dénonciation de ces crimes devenait négationnisme. Mais aujourd'hui, ce mécanisme s'effondre. La RDC et une grande partie de la communauté internationale ont fini par comprendre que cette rhétorique n'était qu'une accusation en miroir. Accuser les autres de ce que l'on fait soi-même. Crier au crime pour masquer ses propres forfaits, ses propres crimes. Se présenter en victime pour cacher son rôle de bourreau. C'est ce que Kagame a toujours fait depuis que nous le connaissons. La persécution des Tutsis et des Banyamulenge a été exploitée à outrance, instrumentalisée, déformée, jusqu'à devenir un alibi permanent pour l'ingérence, pour l'occupation, le pillage, les massacres, la déstabilisation régionale. Aujourd'hui, ce voile se déchire. Les mensonges ne protègent plus. Les accusations automatiques ne font plus taire. Les gens osent parler. Le monde commence à distinguer la vraie défense des populations de la manipulation politique, de leur souffrance. Et c'est pour cela que le Rwanda a peur, parce que son dernier bouclier moral est en train de tomber. Les accusations de discours de haine infondés, c'est le dernier bouclier moral de Paul Kagame, et ce bouclier est en train de tomber. La preuve, la dernière preuve qui a été apportée à ce démenti, à ce mensonge, c'est le dernier discours, le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU. Et Kagame a peur de tous ces rapports qui s'accumulent. Le Rwanda a peur parce que le rapport à mi-parcours du 30 décembre 2025 du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo vient de rendre public les éléments accablants sur la situation dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Ce rapport, établi dans le cadre du suivi du conflit et du processus de paix, documente que malgré les accords de paix signés à Washington et la déclaration de principe adoptée à Doha, malgré tout cela, la situation sécuritaire s'est détériorée à cause de Kagame, à cause de sa volonté d'expansion. Les affrontements armés se sont intensifiés, les attaques contre les civils ont augmenté, les violences sexuelles et les violations du droit international humanitaire se sont multipliées. Au moment où on attendait précisément la fin de la guerre, Kagame a multiplié les, les violations du droit international. Le rapport dont nous venons de parler, le dernier rapport donc du groupe des experts sur la situation à l'est de la RDC, met en évidence la montée en puissance de l'Alliance Fleuve Congo M23, à la fois sur le plan militaire et administratif, au point où ce groupe cherche à s'imposer comme une autorité parallèle à l'État dans certaines zones. Ce constat est extrêmement préoccupant pour Kigali. Que cela se sache, Kigali n'a jamais cru que malgré tous les mensonges qu'il avait déversés à travers les médias rwandais et à travers les médias de ses alliés, Kigali n'avait jamais pensé que cela puisse être connu par tout le monde. Ce constat, donc, est préoccupant pour Kigali. Le M23 était considéré comme soutenu, armé et associé à l'armée rwandaise. C'est toujours le cas de toute façon. Il a été accusé par plusieurs rapports internationaux et de défense des droits humains d'avoir commis de graves violations contre les civils dans l'est de la RDC, notamment des exactions, des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre. Les zones de Massissi, pour ne parler que de ces deux-là, Massissi et Rutshuru, en particulier, ont été au cœur de violentes. Les zones de Massissi et Rutshuru, en particulier, ont été au cœur de violences ciblées. Des sources internationales, y compris des rapports de droits humains, qui ont documenté des massacres commis par le M23 et les autres supplétifs de Kigali, montrent que des civils, notamment des Hutus, ont été visés dans des opérations militaires récurrentes dans ces territoires. Ce type de documentation renforce l'évidence que les atrocités dans l'est de la RDC, longtemps minimisées ou occultées, sont désormais consignées par les organes officiels de l'ONU. Et c'est précisément cette transparence croissante, transparence internationale, la présence des experts, la présence d'autres institutions des droits de l'homme dans l'est de la RDC. C'est cette transparence croissante qui terrorise Kigali. L'opinion internationale ne peut plus nier, ne peut plus détourner ou réécrire ce qui est désormais consigné dans des rapports techniques imparables et publiés officiellement. C'est un tournant dans la perception internationale des événements de la région. Jusqu'ici, le discours rwandais avait réussi à faire passer ses partisans dans l'est de la RDC pour des acteurs de protection ou des forces de stabilisation. Mais avec tous ces rapports auxquels on a fait allusion, publiés sous l'égide du Conseil de sécurité, la narration a changé. Ce ne sont plus seulement des ONG ou des médias qui accusent, mais des experts mandatés par les Nations Unies, qui se trouvent là de manière permanente ou occasionnelle, qui ont les moyens de constater ce qui se passe, de relever les crimes, après les avoir qualifiés. C'est cela qui fait peur à Kagame. Les exactions, on peut l'affirmer,
Contrairement à ce qui se passait avant, les exactions ne sont plus des rumeurs, ce sont des faits avérés, ce sont des faits consignés devant le Conseil de sécurité. Les zones ciblées et les modalités de violence sont décrites avec précision, ce qui rend donc toute dénégation difficile ou impossible. Parce que les preuves sont là, parce que les témoins sont là, parce qu'ils ont la capacité et l'autorité pour justement constater et qualifier ces crimes. Et pourquoi cela fait-il peur à Kagame? Kagame a peur parce que le rapport est officiel, il est public et incontestable, ce qui empêche toute manipulation médiatique ou diplomatique. Le rapport des experts, le dernier qui a été publié le 30 décembre 2025 par exemple, il est connu, il est entre nos mains, nous pouvons le lire, le partager, nous pouvons le commenter, et Kagame ou son gouvernement n'arriveront jamais à dénier la valeur ou la véracité de son contenu. Ce rapport met en lumière la responsabilité ou la complicité directe du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise ou de ses supplétifs de l'AFCM 23. Le rapport expose au monde entier ce que Kinshasa et ses partenaires dénoncent depuis des années, renforçant les bases pour des mesures concrètes, sanctions plus étendues, poursuites judiciaires et pressions politiques. Nous osons espérer que bientôt la justice va jouer son rôle pour poursuivre tous ceux euh, parmi les autorités rwandaises, civiles et militaires, ont contribué à la mort ou au génocide, génocauste, commis en RDC par l'armée rwandaise. Ce rapport, en tout cas, et tant mieux, affaiblit le narratif de protection sécuritaire. Le Rwanda n'est pas en RDC pour se protéger. C'est un argument, c'est un narratif qui a longtemps servi de justification aux interventions rwandaises en RDC. On peut dire que ce rapport des experts de l'ONU constitue un tournant stratégique. Il officialise des constats qui étaient jusqu'ici niés ou tus. Et cette reconnaissance internationale, documentée et publiée dans un rapport onusien, est précisément ce qui fait le plus peur à Kagame et à son régime, parce qu'elle met à nu la réalité des violences et invalide les discours fallacieux de Kigali, de Kagame et de son régime. Le Rwanda a peur. Kagame a peur. Le régime de Kigali a peur. Peur de la vérité. Peur de la justice. Peur de l'histoire. Peur du jour où la question tombera sur lui. Une question biblique, en fait. Comme la question que Dieu avait posée à Caïn. Il avait dit, qu'as-tu fait de ton frère? C'est la question à laquelle Kagame devra un jour répondre. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de tes compatriotes? Qu'as-tu fait de tes frères et sœurs congolais? Kagame sait que ce jour approche et qu'il devra bien répondre, comme Caïn avait dû chercher une réponse, mais qui n'est jamais venue. Amis auditeurs de la Voix des Grands Lacs, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette chronique. Demain soir, nous aurons une émission, l'émission de dimanche soir, avec mes camarades Mamassi Fakitumaini Nzabara
et Jean-Claude Ndungutse. Nous reparlerons des émissions, des deux dernières émissions que nous avons présentées sur notamment la délation, sur la trahison et autres. Mais nous verrons davantage le contenu du rapport des experts. Qu'est-ce que le rapport des experts des Nations Unies, diffusé le 30 décembre 2025, a apporté de nouveau dans la connaissance du paysage politique, du paysage géopolitique de notre région? Notamment, que dit ce rapport justement en relation avec ce que certains ont déjà analysé et commenté sur le massacre, les crimes ciblés contre des populations choisies par le Rwanda et le M23 dans le Nord Kivu, notamment à Masisi et à Rutshuru. Quelles ont été les bases, quels ont été les critères qui ont donné lieu à ce ciblage? Pourquoi Kagame s'en prend exclusivement, ou plutôt de manière ciblée, à des populations Hundé, des populations Hutu à Masisi et à Rutshuru? Pourquoi ces tribus en particulier? Et nous verrons quelles conséquences nous allons en tirer. Et éventuellement, comme d'habitude, nous donnerons quelques conseils afin que le gouvernement congolais puisse savoir quelles actions engager pour mettre fin, ou en tout cas pour continuer justement à monitorer les crimes commis par l'agresseur dans cette région. Je vous remercie beaucoup d'avoir euh, suivi notre émission, de nous avoir envoyé des messages. Demain soir, nous verrons dans quelle mesure tous ceux qui ont envoyé des chats messages et des messages publics en direct pendant cette émission, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons répondre à leurs questionnements et échanger avec eux. Merci beaucoup, mais n'oubliez surtout pas de liker cette émission, de liker notre chaîne, de soutenir la chaîne en partageant le lien de cette émission et surtout en cliquant sur la cloche qui vous permet d'être notifié de toutes nos émissions et afin de les partager plus facilement avec nos amis qui nous suivent en direct ou en différé. Merci beaucoup.